Les rituels, j'en parlais tout à l'heure, nous, nos rituels, c'est des rituels d'appartenance. Le rapport à l'autre que nous entretenons, c'est un héritage du religieux chrétien. Le rapport que nous entretenons avec l'autre, c'est un rapport extrêmement étroit, parfois même encombrant. L'autre en nous, l'autre avant nous, l'autre présent dans toutes nos décisions et dans toutes nos réflexions. Donc notre problème à nous, c'est de nous individuer, tout en restant appartenentiel, ça va de soi. Et sachant que la limite de l'individuation, c'est la reconnaissance par nos groupes d'appartenance. Parce que si je vais trop loin, je perds cette reconnaissance et je commence à développer ce qu'on appelle dans notre jargon un syndrome de désappartenance. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui peut contribuer à des changements aussi radicaux? On n'en sait pas, on ne sait pas trop. On sait simplement que l'histoire nous montre que toutes les grandes mutations, y compris celle-là bien sûr, se combinent avec de nouvelles inventions technologiques assez importantes. Alors est-ce que les technologies qui contribuent à cette mutation actuelle, est-ce que c'est l'Internet et le téléphone portable? Est-ce que ce seront les nanotechnologies montantes? On n'en sait rien. Simplement, cet ensemble-là, effectivement, est en train de changer, de transformer radicalement notre monde. Tout comme l'invention de l'imprimerie, par exemple, a co-précipité la Renaissance. Et tout comme l'invention de la science moderne a co-précipité cette révolution du XVIIIe siècle, la mutation du XVIIIe siècle. Alors là, c'est vrai qu'à partir d'un nombre trop important de groupes identitaires qui sont en interaction permanente, ça devient ingérable, évidemment. Alors depuis hier soir que je suis ici, j'entends souvent dire, j'ai entendu au moins 7 ou 8 fois dire Foix, c'est un grand village, on est bien ensemble, on se connaît tous, si les gens qui ont envie de tranquillité peuvent venir vivre ici, etc. etc. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore très touché par cette diversification du monde, qui fait que, je ne sais pas, par exemple, si je regarde dans mon quartier, les voisins d'en face, ils ont 4 fils, ils ont épousé 4 jeunes filles de 4 pays différents. Donc ça vous donne 4 langues nouvelles au sein de la famille et 4 types de rituels sociétaux différents. Ça commence à craindre, parce que les grands-parents ne suivent plus, quoi. Et c'est comme ça dans beaucoup de familles aujourd'hui, alors peut-être parfois, je ne sais pas, vous allez me dire. Mais enfin bref, vous connaissez mieux l'histoire de votre région que moi. Rituel d'existence. Rituel d'existence, donc les gamins d'aujourd'hui, donc ils ne sont pas appartenantiels, donc leur rituel à eux vont passer directement à l'espace de l'existence, alors que nous, nos rituels sont chargés de montrer nos appartenances par lesquelles nous existons. C'est-à-dire qu'il y a suppression d'un étage, si j'ose dire. Sortir du religieux, ça veut dire quoi? Ça, c'est un de mes collègues qui s'appelle Marcel Gauchet, qui travaille depuis longtemps sur ce qu'il a appelé le sortir du religieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de religion. Ça veut dire que dans notre monde occidental, le religieux chrétien n'est plus l'axe organisant principal du sociétal, ce qu'il a été pendant très longtemps, ce qu'il a été grosso modo jusqu'au début du XXe siècle. Donc le sortir du religieux, ça veut dire que le religieux n'est plus cet axe organisant. Et comme le sexuel faisait partie du religieux, en ce sens que le religieux se chargeait de toutes les prescriptions quant au bon comportement sexuel, le sexuel aussi est sorti de cet axe organisant, on va le voir un peu plus tard. Donc le problème, c'est un problème non pas d'individuation, mais un problème d'individualisation. Je vais vous montrer un petit schéma un peu plus loin. Et eux, leur job, ça consiste à s'extracter de l'univers initial. Je pense que... Ah non, c'est pas encore là. Ça, c'est un de mes collègues avec lesquels je travaille sur la mutation depuis pas mal d'années. C'est lui, d'ailleurs, qui a inventé le terme de façonnement psychosociétal.
Il disait, nous sommes passés d'un monde de représentation de l'autre à un monde de présentation de soi. C'est une superbe formule qui résume vraiment très bien ce qui est en train de se passer et ce à quoi nous devons être attentifs. Parce que dans l'univers de représentation de l'autre, il est clair que la bonne posture de moi par rapport à l'autre, c'est une posture plutôt modeste, pour mettre l'autre en valeur, évidemment. Dans un univers de présentation de soi, il est hors de question de se montrer modeste, sinon on est un mauvais. Hein. Et nous, on peut parfois, si on n'y est pas attentif, inciter les mômes à plus de modestie, ce qui fait qu'on les empêche de se rendre visibles, et on nuit à leur développement identitaire, et aussi à leur estime d'eux-mêmes. Donc il faut être très attentif à ça. On est passé effectivement d'un prends soin de l'autre et oublie-toi, ce qui était la posture du religieux chrétien, à un prends soin de toi et respecte le territoire de l'autre. Et travailler en prenant soin de soi, c'est pas plus bête, hein. On peut y penser. Voilà le schéma. Hein. Donc nous, c'est nous là, sur la gauche, hein, sont l'ensemble de nos groupes d'appartenance, et nous on étire la membrane pour s'individuer, c'est-à-dire se donner un sentiment suffisant d'existence par soi-même, l'idée que je décide moi-même de mes actions, de mes options, de mes idées, mais évidemment sans jamais faire en sorte que la membrane se rompe, puisque là c'est le processus de désappartenance qui déclenche. Hein. Donc ça c'est la limite pour nous, hein, de rester à l'intérieur de cette membrane initiale appartenantielle. Et les gamins d'aujourd'hui, eux, leur problème, c'est que la commande qui leur est faite, c'est s'extracter de l'espace initial pour produire une individualisation du monde et s'autonomiser au sens où je l'évoquais tout à l'heure. Donc nous, on a toujours un fil à la patte, ce qui est très rassurant. Et eux, ils jouent sans fil à la patte. Ce qui, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça changera probablement, à l'heure actuelle, ça les rend souvent demandeurs de protection, en même temps qu'ils se montrent autonomes. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais ils sont assez preneurs d'une certaine protection de notre part, dans certaines conditions, pas n'importe quelle façon de protéger. Hein. Le rapport aux objets, je vais y rester un petit moment parce que c'est un élément où le changement est tellement radical qui conduit à des violences extrêmes parfaitement évitables entre eux et nous. Donc les objets, dans notre monde à nous, ils sont chargés de montrer nos appartenances. La façon qu'on a de s'habiller, la façon qu'on a de se parler, le type de voiture dans lequel on roule, le type d'objet dont on s'entoure dans nos intérieurs, même le type de quartier dans lequel on habite, tout ça est chargé de montrer nos appartenances. Montrer à nos groupes d'appartenance qu'on leur appartient bien et montrer aux autres groupes qu'on leur appartient pas. Et ils nous servent à obtenir donc un maximum de reconnaissance. Nous, on est des sujets divisés. Alors là, je vais un peu jargonner psychanalytique. Dans la présentation qui a été faite de mon job, il a été dit que j'étais psychanalyste et thérapeute systémicien. Ce sont deux univers assez différents, qui obéissent à des épistémologies très différentes, qui se mélangent peu. Hein. La plupart des thérapeutes systémiciens, ce sont les thérapeutes de famille et de couple. D'abord, les gens de ma génération, on a tous commencé par être psychanalystes, et puis on s'est formé ensuite à la thérapie systémique, et les uns ont gardé les deux casquettes, les autres ont opté pour l'une ou pour l'autre. Et je navigue un petit peu de l'une à l'autre. Alors, sujet divisé, c'est quoi? Ça, c'est nous. Alors, un sujet divisé, c'est quelqu'un qui est... vous savez, Jacques Lacan, qui est un psychanalyste qui a renouvelé la psychanalyse dans le milieu du XXe siècle, il évoquait cette notion de castration symbolique. Alors, c'est quoi? C'est le fait que quand un enfant accède à l'univers du langage et du symbole, il est radicalement coupé de l'univers des objets et des choses, auquel appartient la mère d'ailleurs. Et ça le transforme en bon névrosé moyen, normal, c'est-à-dire la névrose étant la structure normale du point de vue de la psychanalyse dans le XXe siècle. Ce
ce qui fait que ça nous rend assez maladroits avec les objets. C'est-à-dire qu'il y a le monde des objets qui n'existe qu'à travers les mots qu'on peut mettre sur eux, et puis notre monde à nous. Hein, entre nous et les objets, il y a vraiment une rupture, une discontinuité. Les objets donc, qui nous servent à montrer nos appartenances, ils nous servent aussi, d'une manière, et là on échoue à chaque fois bien sûr, ils nous servent à combler nos manques, parce que cette castration symbolique, ça fait de nous des êtres, ce qu'on appelle en psychanalyse des êtres désirants, c'est-à-dire on a un manque fondamental, il faut l'accepter comme tel, mais on passe notre temps à essayer de le combler quand même. Et on essaye d'utiliser un certain nombre d'objets dans l'idée qu'enfin, ils vont nous compléter. On fait tout ça, puis on s'aperçoit qu'à chaque fois que ça ne marche pas, quoi. On en cherche un nouveau, et ainsi de suite. C'est un bon moteur pour la consommation, je dois dire.